qu'on est tout bon? Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière séquence de la journée? Allez, par applaudissement! Ouais, j'ai appris ça hier soir, le truc de stand-up. C'est pas encore ça. Ouais. Merci encore pour toute cette journée très dense. On va finir sur un sujet peut-être pas forcément plus léger, mais on va faire une ouverture sur la presse et les médias. Donc je vous présente Émilie Kovacs. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Rédactrice du média The Good, à ne pas confondre avec So Good, Oui, ni SoFoot ou autre, mais oui, donc c'est bien le vrai. média The Good, qui est donc rédactrice en chef, qui est aussi représentante du Pacte européen pour le climat, avec lequel on travaille aussi de notre côté chez ERCOP. Donc merci d'être là, merci de nous faire l'honneur de ta présence, et on te laisse la place pendant 1 heure pour nous présenter un peu le rôle des médias dans la transition. Merci. Merci Thibaut. Non, je vais essayer de ne pas vous plomber et je vais essayer de faire en sorte qu'on passe un bon moment pour cette dernière conférence. Merci beaucoup aux organisateurs pour leur invitation. Je suis très heureuse d'être ici au milieu de ces belles montagnes. Alors moi, qui suis-je déjà? Effectivement, je suis Émilie Kovacs, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. Je suis la rédactrice en chef de The Good. Effectivement, ce n'est pas So Good. Et qui connaît The Good déjà dans la salle? Avant de dire qu'est-ce que c'est? Ah, quand même un peu, ça fait plaisir. The Good, c'est un média qui s'adresse aux professionnels, donc aux entreprises, aux territoires, aux élus aussi. Et on parle de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, avec un angle impact. On essaie de mettre en avant les entreprises exemplaires dans tout un tas de domaines, tous secteurs confondus, avec pour ambition de pouvoir inspirer et de pouvoir peut-être contribuer au progrès de la société en montrant ce qui se passe bien et du coup, pouvoir inspirer très largement, dans tous les secteurs d'activité, les élus aussi locaux pour que ça puisse être, duplicable. Je Un petit mot sur moi, puisque je vais essayer de vous raconter mon parcours, comment est-ce que je suis devenue une journaliste engagée, et est-ce qu'on peut être une journaliste ou un journaliste engagé aujourd'hui? Sachant qu'un journaliste à la base, moi j'ai fait une école de journalisme, on nous dit qu'il faut être objectif. Est-ce qu'on peut être objectif quand on est journaliste? Ça c'est pareil, c'est une question. Est-ce que vous pensez qu'on doit l'être? Est-ce qu'on peut être engagé? Et voilà, je vais essayer de vous raconter comment moi, je suis venue à faire du journalisme d'impact et à créer un média. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis née en 1984 à Lyon, donc pas très loin d'ici. Mes parents habitent à Romans-sur-Isère, pas très loin non plus. Je connais un petit peu le coin, mais là, ça fait 4 ans que je vis en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, pas tout près maintenant. Qui connaît un peu ce coin-là? Ouais, c'est pas mal, hein, quand même aussi. Ça va, on vit dans des lieux touristiques, pas mal, donc on se plaint pas et on va essayer du coup de parler ensemble. N'hésitez pas à intervenir si vous avez envie. On va essayer de voir ensemble comment les médias peuvent contribuer, à la transition écologique et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Alors, je vous propose 3 choses, 3 thématiques. Déjà, essayer de comprendre, le pouvoir d'influence et les dérives des médias. On verra aussi ensuite ce que c'est que le journalisme de solution. Certains d'entre vous connaissent certainement, et ce que j'ai appelé moi la révolution de l'information dans un essai que j'ai publié et enfin, on essaiera de comprendre, comment les médias peuvent jouer un vrai rôle, au sein de la société et comment nous aussi en tant que lecteurs et lectrices, on peut contribuer à alimenter ces informations et ces médias. Donc derrière les médias, il y a effectivement des journalistes. Alors pour mon cas personnel, donc je vous le disais, je suis née à Lyon, j'ai vécu à Romans-sur-Isère et donc je suis arrivée, à Lyon pour mes études, à Lyon 2, des études information et communication. Je savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai fait un stage chez Côte Magazine. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre, qui est un petit média, qui est un média urbain haut de gamme. Ça veut rien dire, on est d'accord? Et c'est un média qui, s'adresse plutôt au commerce. Donc c'est pas vraiment du journalisme engagé, mais à l'époque, là on est en 2005,
Il y a très, très peu de médias qui ouvrent leurs portes aux stagiaires comme moi et donc j'ai dû envoyer une bonne trentaine de lettres de motivation pour essayer d'être prise et donc c'est Côte Magazine qui m'a gentiment ouvert sa porte et là, j'ai eu un déclic pour ce métier, au moment où j'ai accompagné ma directrice de stage, dans une entreprise auprès d'un entrepreneur qui était un entrepreneur qui partait à la retraite et qui était fabricant de coques de bateaux, dans la région de Lyon et qui était tellement passionné par ce qu'il racontait, qui m'a transmis sa passion et que je me suis dit: «Mais c'est quand même, génial de pouvoir avoir des récits comme ça, passionnants» et donc je me suis dit: «OK, on y va, heu, je vais y aller et j'ai envie de faire ce métier, et de transmettre plein de choses, passionnantes et de récits de gens passionnés». Donc me voilà partie à Paris, à faire, le CFPJ qui est le Centre de formation professionnelle des journalistes, pour essayer d'avoir un petit peu des bases de journalisme. J'ai fait ça pendant 2 ans et j'étais en parallèle, dans une rédaction, professionnelle, l'écotouristique. Qui connaît l'écotouristique? Ouais. L'écotouristique, donc pour ceux qui connaissent, vous vous souvenez à l'époque, ça ressemblait pas du tout à ça. D'ailleurs là, on voit pas trop, c'est un petit peu flou. C'était un média donc, qui s'adressait aux professionnels du tourisme et moi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai été en pleine transformation de ce secteur parce qu'avec l'arrivée d'internet, les agences de voyage, souvenez-vous, ont connu un cataclysme parce que, les voyages en ligne commençaient à se développer et que c'était, un bouleversement total pour, tout le secteur d'activité et donc c'était intéressant en tant que jeune journaliste de pouvoir décrypter ça de l'intérieur et ça, c'était mon premier rapport avec la presse professionnelle que je trouvais passionnante. Contrairement à la presse, grand public qui avait plus ce volet divertissement, alors que là, c'était vraiment intéressant, de pouvoir analyser ça de l'intérieur et donc là-bas, je m'intéressais déjà à la transition et donc j'ai proposé de lancer une rubrique, qui s'appelait, tourisme responsable pour déjà essayer de comprendre et de décrypter le tourisme de masse et ses conséquences, un peu dévastatrices, complètement dévastatrices d'ailleurs, sur la société et sur la société, sur les gens, sur les populations, partout. Mon premier boulot, ça a été dans un autre organe de presse, un groupe de presse professionnel qui s'appelle Editialis, qui s'appelle maintenant Net Media Group, qui, possède tout un tas de médias, spécialisés. Je ne sais pas si vous connaissez Marketing Magazine, Marketing Direct à l'époque qui n'existe plus maintenant, Relations Clients Magazine, E-commerce Magazine, on ne voit pas derrière la plante. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont Décision Achat, bon voilà, des magazines très spécialisés et donc là, j'ai pareil analysé, enfin j'ai analysé, oui, en tout cas, j'ai suivi, l'évolution pareil des techniques de marketing et de communication des médias, en plein bouleversement aussi parce que, c'était aussi avec l'arrivée d'internet, l'arrivée des médias sociaux, des téléphones mobiles aussi, donc des nouveaux moyens de communiquer et cetera et donc pareil, essayer de décrypter comment tous ces secteurs se transformaient de l'intérieur et comment, ils communiquaient différemment à la fois, avec des nouveaux outils et et oui, que ce soit, sur les des nouveaux outils, des nouveaux usages aussi et voilà et donc j'ai suivi ça, chez eux. J'ai continué ensuite, en tant que journaliste indépendante. J'ai, travaillé pour plusieurs titres, dont CB News, toujours sur ces thématiques et notamment sur des sujets sur le data, les marketing et cetera et j'ai ensuite, fondé un média parce qu'une fois que j'avais fait un petit peu le tour de ces sujets-là, je suis devenue maman en 2015 et j'ai eu cette prise de conscience, ce déclic et je crois que vous avez tous été plus ou moins concernés par ce déclic. Quand on parle de ces sujets, on est d'accord, on est obligé d'aligner le perso, ses valeurs et son engagement professionnel. Il y a un moment, les 2 se mélangent et on a du mal à segmenter. On peut plus segmenter, en fait, l'un et l'autre. Bon, bah, moi, c'était mon cas. J'avais décrypté
tous ces changements sociétaux que je vous ai expliqués, économiques, avec l'arrivée d'internet, avec l'arrivée des téléphones portables dans nos vies, des réseaux sociaux et cetera. Et je sentais déjà que la révolution dont on parlait pas, c'était, le développement durable et cette économie durable. Parce que les médias à l'époque parlaient de développement durable, mais dans une rubrique environnement et pas du tout avec un angle, économique, complexe en fait. C'était assez, banalisé et mis de côté et en fait pas du tout, abordé, avec cet angle de décryptage et notamment pour les entreprises aussi. Donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Je suivais une newsletter qui mettait en avant, des petites initiatives, des informations, que je trouvais intéressantes et de fil en aiguille, j'ai fondé un petit média, un site qui s'appelle Ecopo pour économie positive qui reprend, ce terme-là qui est issu en fait d'un rapport qu'a fait, Jacques Attali en 2000, c'était en 2015, qu'il a remis à François Hollande sur ces thématiques d'économie responsable et je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant». Bon, j'ai un peu galéré pour le nom. Je suis pas convaincue que c'était un nom, très parlant parce que là, si je vous dis Ecopo, ça vous parle? Pas trop? Je suis pas trop mais bon, voilà. On m'a dit: «Le nom, on s'en fiche, c'est derrière, c'est ça qui compte, c'est ce que tu vas en faire». Donc je me suis dit: «Bon d'accord, allez, on y va». Voilà, en tout cas, c'était l'objectif avec Ecopo de pouvoir, embarquer des journalistes aussi, des copains, des potes, qui aussi avaient envie de parler de cette transition-là et donc de sortir un petit peu de ces sujets, comme, marketing pour essayer d'explorer davantage, la transition en profondeur. On était en 2016 et voilà et du coup, effectivement, je rentrerai dans le détail un petit peu plus tard et là, maintenant, depuis 2022, donc je le disais, je travaille pour The Good. The Good, c'est donc, un média, je le disais, qui s'adresse aux professionnels et on a, donc qui existe depuis 2020, qui a été créé pendant la crise covid et qui s'adresse à 35 000 décideurs. On envoie une newsletter chaque mardi matin. On a également un trimestriel, d'ailleurs que je vous ferai passer, là, que vous pourrez feuilleter, qui est celui-là, il est sorti hier, en plus, il est tout frais et voilà et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je rentrerai dans le détail de The Good. En tout cas, on fait, des conférences et on essaye d'embarquer, largement, les entreprises avec nous, que ce soit durant des conférences, durant le Grand Prix de la Good Économie que j'ai remis hier soir à des entreprises. Pareil, dans ce but de créer des coalitions, des débats tous ensemble pour essayer d'avancer, sur ces sujets-là, qui ne sont pas simples comme vous le savez. Alors le pouvoir d'influence et les dérives des médias, déjà j'aimerais qu'on regarde ensemble où est-ce qu'on en est au niveau des usages, parce qu'effectivement je vous ai parlé de toutes ces transformations, de l'arrivée d'internet, des médias, en ligne, des médias sociaux et ben, figurez-vous que les gens regardent toujours autant l'actualité puisque donc ça c'est issu d'un baromètre que fait tous les ans, que publie tous les ans La Croix et donc on voit que, on est toujours à 76 d'intérêt, pour suivre l'actualité. Donc il y a déjà un grand regard, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de faits paradoxaux parce que, où est-ce qu'on s'informe maintenant? Là, c'est le baromètre qui est sorti en janvier 2025, donc c'est des chiffres récents. C'est toujours les journaux télévisés d'information. Qui regarde encore le journal de 20 heures parmi vous? Ouais. Aucun là? Plus personne ne regarde le journal télévisé de 20 heures. Un. Ouais. Ouais, c'est dingue donc comme quoi les statistiques, voilà. Donc voilà et si je vous demande qui, qui regardait, vous chez vos parents, qui regardait le 20 heures de vos parents? Ouais, voilà. Donc les miens aussi et les grands-parents? Là, les grands-parents, ouais.
Donc, vous voyez une évolution grandissante de sa façon, de la fréquence d'utilisation des médias. Donc là, on voit que tous les jours, on regarde quand même encore beaucoup les journaux télévisés d'infos. En deuxième position, les chaînes d'infos en continu. Ça aussi, c'est une nouveauté qui n'existait pas à l'époque. Troisièmement, la presse régionale qui reste encore très suivie. Et les réseaux sociaux, quand même, sont arrivés, vous voyez, en quatrième position. C'est quand même pas mal. Et on peut regretter que, vous voyez, un peu plus bas, les débats d'actualité à la radio sont un peu moins écoutés au quotidien, etc. La presse hebdo, news, magazine, etc. arrive bien plus bas. Les podcasts, voilà. Donc, quels médias on regarde beaucoup quotidiennement? C'est quand même encore vachement la télévision. Les réseaux sociaux et les influenceurs en numéro 2, la presse, internet ou papier, numéro 3, et après, on a radio, podcast. Sur la fiabilité des informations, quand on demande aux Français, là, il y a eu un panel de 1500 personnes interrogées, que pensez-vous que pensez-vous que les informations en lien avec l'actualité partagée sur les réseaux sociaux sont fiables? Les gens font quand même plus confiance à LinkedIn, mais bizarrement, Facebook arrive en deuxième position. Moi, ça m'a surpris, je sais pas vous, mais quand on voit le nombre d'infos, on a vraiment de tout hein, sur Facebook. Bah, Facebook arrive quand même en deuxième position, WhatsApp en troisième position, et ensuite Instagram. Twitter arrive quand même juste après, devant Snapchat et TikTok. Les attentes vis-à-vis des médias, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on attend d'un média? Alors, en première position, c'est qu'il vous informe sur ce qui se passe ailleurs en France ou dans le monde. Deuxième chose, c'est qu'il vous aide à mieux comprendre et à vous faire une opinion sur le monde d'aujourd'hui. Et enfin, troisième position, qu'il vous informe sur ce qui se passe à côté de chez vous. Donc, la loi de la proximité arrive en troisième position, là où avant, c'était quand même la règle de base d'un média, et c'est ce qui fonctionnait. On voit qu'avec les années, il y a une sacrée chute de l'évolution de la crédibilité des médias et de la confiance envers les médias. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. On voit que côté confiance, ce qui arrive en numéro 1, on parle des médias, les gens font plus confiance à leurs proches qu'à un média, ce qui est quand même assez frappant sur le niveau de confiance qu'on a maintenant envers les médias. Deuxième position, il y a encore les journaux télévisés, ce qui est étonnant aussi, là, quand on vient de voir qu'on est peu finalement à regarder quotidiennement, en tout cas les journaux d'infos, ici. La presse régionale en numéro 3. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on a également les experts universitaires et les scientifiques qui arrivent en numéro 4. Pourtant, c'est pas ce qu'on dit. On n'a pas l'impression qu'ils sont bien écoutés. Dans ce graphique, en tout cas, ils arrivent devant les radios d'infos, radio, les news magazines, les chaînes d'infos continu arrivent juste en dessous, etc. Alors pourquoi il y a cette crise de défiance envers les médias? Et bah, parce que on fait face à une infobésité. Qu'est-ce que c'est l'infobésité? Vous avez peut-être entendu parler de ce terme. C'est une pluralité de médias, de sources d'informations. Avec internet, avec l'arrivée des journaux gratuits aussi, on ne sait plus où s'informer. Et donc, on est de plus en plus confronté à des fake news. On parle que de ça, hein. On a un vrai problème de démocratie, de retour et de repères démocratiques. La télévision numérique aussi contribue à cette pluralité de l'information et donc à cette confusion. J'ai mis effectivement la pluralité, la proximité pardon, entre les journalistes et les élites. Quand on voit effectivement des rapprochements, il y a plein de choses qui font que, on ne sait plus où s'informer, à avoir des infos fiables et qu'on n'a plus confiance dans les personnes qui construisent l'information
parce que soit elles sont déconnectées de la réalité, soit elles se déplacent plus sur le terrain et elles sont, derrière leur ordi à recracher de la brève, AFP et donc voilà, il y a un ensemble d'informations, de faits qui fait qu'on ne sait plus, exactement, où donner de la tête et à qui faire confiance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce graphique qui est hyper intéressant sur, qui possède les médias en France aujourd'hui? Vous connaissez celui-là? Ouais. Il est assez, flippant, j'allais dire, plutôt qu'intéressant. Mais c'est vrai qu'on réalise bien que, voilà, les médias, c'est quand même une poignée, de personnes et de milliardaires en particulier. Donc il y a aussi ça qui joue dans la balance de la défiance des médias aujourd'hui. C'est que, on ne sait plus trop si on lit des articles qui sont payés, directement, qui sont influencés en tout cas par les personnes qui possèdent, les médias. Alors, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a une confiance dans les médias, publics, audiovisuels, publics. On voit que, les médias audiovisuels comme France Télévisions, Radio France, ont quand même une, bonne image par rapport, aux groupes, de presse, privés et les chiffres sont quand même, plus intéressants. Donc la défiance est un petit peu moins élevée, concernant, ces médias-là. Donc je le disais, il y a un problème de confiance envers les médias et il y a un problème de fatigue aussi, par rapport à l'actualité. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Ouais, ouais. Bah, Gaza quand même. Ouais, entre autres, ouais. Oui, oui, plein de choses, outre-Atlantique aussi, tout ça. Donc il y a quand même 51% de personnes qui représentent la société qui ont dit qu'ils étaient complètement fatigués par rapport à l'actualité. Et pourquoi? Première raison, on parle toujours des mêmes sujets dans les médias et deuxième raison, je me sens angoissée ou impuissante face aux informations. En troisième position, on a quand même j'ai pas confiance dans ce que disent les médias. Donc il y a quand même une vraie crise existentielle des consommateurs d'informations, pour ces raisons-là et beaucoup d'angoisse. En même temps, c'est pas surprenant parce que quand on regarde, la courbe, le traitement des faits divers dans les médias, regardez, ça n'a f ça n'a fait qu'augmenter. On a même augmenté de 73 entre 2003 et 2012 sur toutes les grandes chaînes de télévision françaises. Donc effectivement, quand on nous, crache des informations anxiogènes, pas surprenant qu'on se sente pas très, très bien. Et quand on s'intéresse du coup effectivement aux faits divers, parce qu'on peut se dire: «Bah, attendez, nous on balance du fait divers dans nos antennes parce que les gens adorent ça et nous ça nous permet d'avoir plein d'audience». Heu, ben non en fait, hein, les gens, n'ont pas vraiment d'intérêt pour les faits divers donc pourquoi est-ce qu'on nous, balance, tout ça? Voilà, ça n'a plus trop de cohérence. Justement, la cohérence, c'est ce que, on essaye d'avoir, nous, acteurs, je suis pas toute seule, de ce nouveau journalisme, le journalisme de solution ou journalisme, d'impact. Qui connaît ce que c'est le journalisme de solution? Ouais? Personne? C'est trop ce qu'il sait? Thibaut? Non, il sait, mais il sait plus finalement. Le journalisme de solution, vous avez vu par contre, ce documentaire? Qui a vu, Demain? Ouais? Voilà, c'est un peu le principe de Demain, c'est de montrer ce qui se fait de bien partout et c'est de faire son métier de journaliste, mais en essayant d'aller plus loin que de montrer les problèmes et en essayant d'enquêter, de faire des reportages en disant: «Voilà, oui, il y a tous ces problèmes, mais quelles sont les solutions à ces problèmes?»
Et ça, c'est assez nouveau pour des journalistes parce que à l'école, on nous apprend pas à faire ça. On nous dit, ben, tu dis ça et tu t'arrêtes au problème et voilà. Sauf que quand on voit tous ces problèmes que j'ai évoqués plus précédemment, de confiance, d'anxiété, etc., il y a un moment, il faut que nous aussi, journalistes, médias, on se remette en question et qu'on se dise: «Attendez, on peut peut-être faire quelque chose pour, se réconcilier avec les gens qui nous lisent, qui nous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Bah, on peut, par exemple, aller plus loin, faire notre travail différemment et essayer de montrer les solutions comme dans le documentaire, Demain et de dire: «Mais regardez, dans tel pays, il se passe ça, dans telle ville, il se passe ça, dans notre village, il se passe ça et on n'en parle pas». Bah, parlons-en, ça peut être hyper intéressant et ça peut donner envie derrière d'agir. J'ai mis un bébé effectivement parce que c'est en 2015 que je suis devenue maman pour la première fois et c'est ça qui m'a donné aussi envie d'agir pour les générations futures. Et je voulais vous montrer une petite vidéo. J'ai une petite manip qui va bien se passer. Hop, normalement, ça va le faire. Regardez. J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde, pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir. Les rédacteurs en chef qui nous disaient: «Bon, mais nous, on a bien envie de parler de ces sujets, mais on ne sait pas où les trouver. On n'a pas le temps, on a les yeux rivés sur l'actu chaude, ces sujets font pas de bruit». Il faut souvent raccrocher ces sujets à l'actualité. Donc on s'est dit: «Bon, on va créer l'actualité, on va créer l'occasion», notamment à travers le projet qu'on a monté qui s'appelle Impact Journalism Day. Donc en juin dernier, on a fait un projet pilote avec 22 journaux de 20 pays. Le Monde, La Stampa en Italie, le Times of India qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde, Excelsior au Mexique, Folha de Sao Paulo qui est le plus gros au Brésil, au Kenya, en Belgique le soir. L'idée en fait, c'était de leur dire, voilà, on leur a lancé un défi, c'est-à-dire le même jour, on va tous faire un supplément de 8 pages en moyenne. Et nous, on a fourni une vingtaine d'articles. Donc, on a fait produire par des pigistes reconnus dans le monde entier. Donc, on leur a fourni cette matière. L'avantage, c'est qu'on peut se permettre de mettre plus de moyens dans un article quand on sait qu'il est repris par 20 journaux. Et ensuite, chaque journal nous a fourni 2 ou 3 articles qu'on a fait traduire et qui donnaient en fait une base commune. Et chaque rédacteur en chef a fait son supplément en piochant parmi ces 60 articles. Ça lui permettait en fait d'avoir du contenu gratuit, mais tout en gardant son indépendance éditoriale et en choisissant ce qu'il voulait mettre. C'est vraiment un travail collaboratif où finalement tout le monde est gagnant. Les porteurs de projets parce que tout d'un coup ils ont une exposition mondiale. Les médias puisqu'ils ont du contenu gratuit. Nous, on joue un rôle de coordinateur qui est valorisant et on remplit notre rôle. Et on a des sponsors, des partenaires qui ont une visibilité sur tous ces journaux, donc vus par 50 millions de lecteurs au total. On a créé une petite famille en fait qui s'est très bien entendue. Et ils collaborent même maintenant sur d'autres sujets ensemble. C'est passionnant et on a créé des vraies amitiés aussi entre tous ces rédacteurs en chef avec nous. Et voilà, donc c'est une aventure qui commence et qui ne s'arrêtera pas. L'émotion de voir tous ces projets poindre en fait dans le monde entier, de voir aussi des projets auxquels on tenait, qui ont été médiatisés dans le monde entier. Moi, ce qui me plaît, c'est de valoriser ce que font les autres. Souvent, les gens les innovateurs sociaux sont passionnés par leurs projets, mais n'ont pas forcément le temps, les moyens, les réseaux pour les faire connaître. Et donc nous, on joue ce rôle-là, en fait, de repérer ces gens et on les remédiatise. Sur les 22 rédacteurs en chef, on en a invité 14. Il y en a 13 qui sont venus, qui ont payé leur billet d'avion pour venir en France, qui ont fait un séminaire de débriefing, dire bah, voilà tout ce qui était positif, voilà ce qu'on peut améliorer, et puis de co-construction de la suite. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Donc on a décidé de faire une chronique mensuelle, au-delà du supplément Impact Journalism Day annuel. On va faire des déclinaisons aussi pour la santé, pour l'énergie, pour l'eau, pour l'éducation, pour les femmes. Et puis surtout, on a décidé d'augmenter à 40 pays. Donc, notre communauté de rédacteurs en chef nous aide aussi à essaimer dans le monde entier et à porter le projet encore plus loin. Donc lui, c'est Christian de Boisredon et Christian de Boisredon, c'est le fondateur de Spark News que vous connaissez, peut-être, hem,
qui... Alors, on va parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs. Merci. Une petite anicroche, une petite, comme on dit dans le JDD, une petite bagarre, un petit conflit de voix. Voilà. On voit les bons liens. C'est l'ordinateur de Thibaut. Oh, je valide, hein, je valide. Voilà les bons médias à suivre. Donc, l'Impact Journalism Day a été lancé par Christian de Boisredon, je le disais, en 2016. Et effectivement, avec l'objectif de changer la façon de faire de l'info et surtout de sensibiliser l'ensemble des médias généralistes, notamment, à cette nouvelle méthode d'information. Alors, il dit que ça va continuer, mais là, il a arrêté. Ça, c'était en 2016 et malheureusement, en 2025, il a arrêté. Donc, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, depuis 2016, il y a eu quand même, on va le voir, plusieurs médias qui se sont créés. Euh, alors, attends. Dont Ecopo, donc, que j'ai créé en 2016, avec cette idée, je vous le disais, de contribuer aussi, de changer, moi, ma manière de faire du journalisme en étant actrice et plus spectatrice uniquement au sein de mon métier. J'ai essayé de faire un travail d'enquête que j'ai compilé dans un essai, un petit livre pour essayer de parler de journalisme de solution parce que ça n'existait pas à l'époque, en français et donc c'était une façon de pouvoir, hem, faire un petit point, une petite photographie de ce qui se faisait actuellement en France et dans le monde sur ces nouvelles méthodes journalistiques, et savoir comment, pouvoir agir avec cette, méthode-là. Je me suis quand même fait, envoyer bouler par, certains journalistes qui m'ont dit, pendant des conférences, des tables rondes, «On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire du journalisme bisounours». Mais ça n'a rien à voir! Ça n'a rien à voir. Voilà une définition, par exemple, dans laquelle je me retrouve bien du journalisme de solution. C'est présenté comme une alternative au traitement traditionnel de l'information, souvent axé principalement sur les problèmes. Hem et donc, effectivement, c'est une conception du travail journalistique qui est à même à susciter l'engagement des citoyens. C'est Françoise Loger, qui est ingénieure d'études à Paris 2, qui dit ça. Et effectivement, l'idée, c'est d'engager et de se réconcilier avec ses lecteurs, auditeurs et spectateurs. Alors, qui en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui existe? Il y en a plusieurs. Il y a, le Libération qui a carrément lancé une rubrique, le Libé des solutions. Et qu'est-ce qu'on trouve comme, sujet? C'est hyper varié, hein, label équitable, mieux rémunérer les agriculteurs, ça commence à payer. L'école doit redevenir synonyme de meilleur avenir. En Tunisie, l'enseignement public porté par les parents d'élèves. La Croix, encore eux, ont lancé, ce canard-là. Je vais vous le faire circuler. Vous pourrez voir un peu les initiatives avec plein de solutions à l'intérieur. Hem, donc type de sujet, devenir une sentinelle des forêts, encourager l'école en plein air, replanter des arbres. The Good, nous, par exemple, Enercool invente la peinture intérieure écolo qui isole avec des déchets. Ça, c'est assez intéressant. C'est une start-up qui a lancé une peinture thermique écologique fabriquée à partir de coquilles d'œufs et de pare-brise recyclés. Pare-brise, j'avais jamais entendu parler encore. Je sais qu'avec des coquilles d'huîtres, j'avais déjà lu, mais pas de pare-brise. The Good, pareil, je vais vous faire circuler. Elle vient de sortir pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on a comme sujet. On a fait pour les 3 mois là, un sujet sur la santé mentale
et qu'est-ce qui se faisait au sein des entreprises, des initiatives qu'on trouve inspirantes, qu'on a mis en avant. On a parlé justement des médias et comment les médias aujourd'hui essaient de lutter contre la désinformation, justement, dans cette infobésité et ce contexte qu'on connaît. Et il y a aussi, par exemple, une interview du directeur général d'Adecco France, parce qu'il y a de plus en plus de patrons qui prennent la parole sur ces sujets de transition. Vers ici, qu'est-ce qu'on a? Pareil, Le Dauphiné libéré qui, ici, a publié il n'y a pas longtemps un article sur la souveraineté énergétique. Mountain Changemaker qui sont ici, voilà, ici, qui font une super newsletter avec plein d'infos locales. Les Passeurs, vous connaissez aussi, qui est Du Coin, une revue qui met en avant des articles de solutions. Ça, c'est Montagne TV qui fait des sujets aussi intéressants. Là, la dameuse électrique. Les Others aussi, dans le coin, vous connaissez peut-être. Et voilà, et j'aimerais continuer, et on arrive sur la fin, avec cette partie pour des médias moteurs de la transition, avec cette petite vidéo. D'une jeune femme que vous avez certainement déjà vue. School on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Voilà, ça c'est histoire de plomber un petit peu l'ambiance. Hem, Alors, on va parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. bah oui, allez hop. Hem, non, Greta Thunberg, elle symbolise une génération, bien sûr, et son appel, il a été entendu par beaucoup de gens. C'était en 2019, juste avant la crise, covid. Et alors? Reviens là, voilà. C'était aussi, du coup, le point de départ pour beaucoup de médias et de prise de conscience, de se dire, «OK, là, il y a quand même, un problème. On voit que le temps d'antenne, dédié à ces sujets environnementaux, écologiques est en train de, s'effondrer. Comment est-ce qu'on peut, en tant que média, informer mieux, mettre en avant, des infos, scientifiques, concernant, l'environnement?» Heu, on voit qu'il y a une conscience que ces sujets, regardez le dérèglement climatique, par exemple, en deuxième position est, plutôt, maltraité. Donc, il y a une vraie, défiance, et il y a une réelle attente concernant le traitement des sujets environnementaux, notamment.
Donc voilà, au sujet du traitement par les médias des sujets liés à l'environnement ou au changement climatique, êtes-vous d'accord ou non avec les affirmations suivantes? Et vous voyez que, il y a quand même, sur les sujets d'environnement et de changement climatique, les médias ne parlent pas assez de solutions ou des raisons d'espérer. 69 sont d'accord avec cette affirmation. Les médias ne soulignent pas assez les enjeux économiques et sociaux liés au changement climatique. Tout le monde est plutôt d'accord avec ça et on peut voir que, pareil, l'environnement, n'est pas assez, traité dans les médias. C'est en tout cas ce que ressentent majoritairement les gens aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme façon de s'informer et qui peut-on soutenir pour agir pour une information, plus équilibrée sur ces sujets? Il y a Reporter, vous connaissez certainement, qui d'ailleurs est en train de se battre et d'essayer d'avoir des donateurs, sur leur site internet. Tous, ils sont comme ça. Il y a Vert aussi, vous voyez qu'eux aussi, ils sont en train d'essayer de mobiliser largement en ce moment, heu, pour essayer d'être soutenus dans leurs informations, indépendantes. Il y a une charte, pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été signée par plus de 1 800 journalistes, et des dizaines de médias également qui, incitent très largement à traiter le climat, le vivant, la justice sociale de manière transversale, élargir le traitement des enjeux, faire preuve de pédagogie et cetera, assurer de la transparence. En tout cas, de parler plus largement de ces sujets. On voit que, des pratiques changent, dans les grands médias aussi. Vous avez dû, remarquer, en 2024, l'année dernière, l'arrivée de la météo du climat sur, France Télévisions, c'est sur France 2, France 3, France 5. Donc on sent que même les grands médias audiovisuels, se mettent à changer. Je sais que Radio France aussi a, multiplié ses programmes pour parler de transition écologique. Voilà les actions prioritaires également à mettre en œuvre contre la désinformation qui peuvent essayer, de d'éradier cette défiance et ce climat, davantage contrôler les informations partagées sur les réseaux sociaux, que les médias et journalistes, expliquent davantage, comment ils travaillent, ça c'est les attentes. Donc et oui, effectivement, en troisième position, pouvoir, promouvoir l'éducation aux médias à l'école dès le plus jeune âge. Comment embarquer largement? Je ne sais pas si vous connaissez Imagine 2050, ça vous dit quelque chose? Le grand enjeu des médias aujourd'hui, c'est de contribuer à mettre en avant des récits certes inspirants et utiles, mais surtout qui donnent envie et qui sortent, de la morosité ambiante. Donc l'idée, c'est de pouvoir, ensemble, collectivement, contribuer à être actifs et à donner envie à avancer vers un futur, vers un avenir, plus constructif et en tout cas plus solidaire et c'est ce que Imagine, 2050 essaye de faire en prodiguant des formations, pour les médias, les journalistes, sur ces sujets-là et et donc voilà et c'est l'un des acteurs, qui essaye d'avancer, dans cette voie-là et qui accompagne, ce mouvement très largement. Voilà, tout le monde peut être acteur de ce changement. Comment? En soutenant, les médias, en s'informant auprès de ces médias, qui sont acteurs de la transition. Et voilà ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Merci de m'avoir écoutée. Est-ce que vous avez des questions particulières? J'avais une question slash remarque. Il y a une ONG qui, je trouve, fait un travail extraordinaire sur le sujet qui s'appelle Quota Climat.
Ouais. qui travaille pour un meilleur traitement de l'information climatique dans les médias, qui notamment travaille à déposer un projet de loi qui encadrerait le traitement climatique. Vous pouvez les suivre sur Instagram parce qu'ils font beaucoup de débunkage d'infos où ils analysent ce qui se dit dans les médias et la manière dont ça aurait pu être fait. Donc, je trouve qu'ils ont un rôle d'éducation envers les journalistes. Puis ça démarre aussi par ça. Et voilà, c'était juste plutôt une remarque de dire il y a ce que font les journalistes, mais il y a aussi des ONG qui font le travail. Et c'est aussi en tant que citoyen qu'on a à la fois le droit et le devoir d'aller vérifier ou d'aller inciter les médias à mieux traiter l'information. Ouais, exactement. Quota climat, QUO. QOTA, climat. Voilà, climat. Mm. Merci. Peut-être qu'on peut noter aussi, on l'a abordé tout à l'heure, mais Spark News qui aussi Ouais. forme les journalistes vraiment et tu l'as vraiment bien développé avec la vidéo de tout à l'heure, mais on les a rencontrés sur Paris il y a quelques mois et vraiment ils ont à cœur d'aller chercher les journalistes et de leur dire: «Venez faire des formations, venez, à l'école, revenez à l'école pour apprendre à parler de ces sujets à mieux parler de ces sujets climat, environnement et plus positifs aussi, quoi». Donc je pense que c'est encore une fois une chose à aller voir aussi quand on veut se renseigner là-dessus. Exactement. Je pensais à une question, Émilie. On a l'impression que nous, on est un peu dans un microcosme finalement qui ne regardons pas les JT de 20h, à part nos parents. Est-ce que vous, peut-être dans le microcosme parisien ou autre, vous voyez ça d'un autre œil et vous trouvez que finalement ça change vraiment? Genre, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a la Météo France qui fait une météo climat ou des choses comme ça. Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose dans le monde de la télé? On voit sur les graphiques que pas vraiment, mais est-ce que, au niveau national, ça bouge un peu? Alors au niveau, des consommateurs d'infos, ça change un petit peu. Au niveau des médias, il y a des vrais programmes qui arrivent et qui se démultiplient dans les médias, grand public, généralistes. Là où il y a pas si longtemps, c'était vraiment que les médias spécialisés qui s'intéressaient, à ces sujets. Donc oui, ça bouge, mais c'est toujours le même sujet et c'est que c'est très lent et est-ce qu'on a le temps? Bon, on fait au mieux, mais ça prend du temps d'égrener, de changer culturellement la manière de faire, d'informer. Donc, petit à petit, quand on voit que France Info, France Télévisions commencent, à faire des petites choses, faut bien commencer quelque part, donc, voilà. Mais encore une fois, ça part des médias, mais ça part aussi de nous, lectrices, lecteurs et notre façon de consommer l'information et d'être acteurs. De la même manière que vous achetez, vous votez en achetant, vous votez aussi en vous informant auprès des médias, que vous allez, lire et donc supporter et encourager. Et donc je vous invite à être un peu plus curieux de qui se cache derrière les médias que vous lisez, ouais. Est-ce qu'il y a encore une question, messieurs, dames? Tout le monde a envie d'aller boire l'apéro? Non? Pas de Si, question? si. Bonjour, moi j'ai une petite question sur l'authenticité des informations qu'on voit dans les médias, parce que je crois que c'est cette semaine qu'il y a une audition à l'Assemblée nationale justement sur le danger des réseaux sociaux et de ce qu'on peut trouver comme information. Je crois que c'est, Hugo Décrypte, qui est, auditionné aujourd'hui et c'est peut-être la plus grosse source d'information maintenant pour les, 18-25 ans. Comment sur, Meta, parce qu'en fait, c'est eux qui diffusent, une quantité, assez importante d'informations, on peut s'entraîner à fact-checker, à se dire: «OK, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux?» Parce on a 10 000 informations par jour et ça devient de plus en plus difficile de savoir vraiment ce qui a été vérifié, ce qui a été produit avec l'IA, ce qui a été, Ouais. voilà, débunké et cetera. Ouais, merci de parler de l'IA parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé et c'est un vrai sujet aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont maintenant directement sur ChatGPT et autres plutôt que sur Google pour s'informer aussi. Et, comment faire? Essayer de lire des articles, d'écouter des vrais journalistes derrière parce enfin, ils sont payés pour ça. Donc, en général, je dis bien en général parce que pareil, il faut se méfier aussi. Mais en général, c'est des gens qui sont payés pour vérifier l'information. Normalement, on vérifie 3 fois une information pour être sûr qu'elle est bonne. Donc essayez d'être curieux, pour, savoir qui a délivré l'information. Lisez bien qui l'a écrit, qui a signé l'information. Si vous ne voyez pas de signature en dessous d'un article, déjà posez-vous des questions, c'est voilà. Si c'est, l'AFP qui est une agence, de presse,
bon, ben, l'information, elle est vérifiée, mais bon, il n'y a pas vraiment d'analyse derrière aussi. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de regarder, qui est la journaliste ou le journaliste qui a produit cette information. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Ah, encore une dernière. Merci. Il y a 2 jours, c'était la journée mondiale de protection de l'océan. Il y a en ce moment le congrès mondial de cette protection des océans à Nice. Et il y a un média national qui a fait un bon travail. Mais j'ai marqué sur la ligne éditoriale qui ne sont pas cohérents. C'est-à-dire que c'était France Inter, sur le 13h, ils étaient sur place. Bon. Et c'était assez consensuel. C'était assez lisse, bon, intéressant. Bon, on voit bien qu'il y a des enjeux forts, des risques. Et à l'heure où les gens travaillent, c'était de 2 à 3, il y avait pendant 1 heure 2 scientifiques qui ont pris la parole, mais qui étaient vraiment, c'était tonitruant, c'était affolant de vérité, d'entendre ce qu'ils disent. Et par contre, c'était pas repris dans le 13h. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dichotomie ou d'incohérence dans certains médias entre ce qu'ils disent au plus grand nombre, puis après sur des moments plus intimes, mais ils vont pas, ils veulent pas être, ils veulent rester lisses, quoi. Et vous savez pourquoi? Parce que ces sujets-là sont complexes. Donc c'est bien de vulgariser, mais il faut que les journalistes se forment à ces sujets aussi. Et là, vous touchez à un point qui est aussi crucial, c'est que tous les journalistes ne maîtrisent pas ces sujets, ne connaissent pas bien, et donc on se retrouve des fois effectivement avec des émissions ou des sujets qui sont mal traités, parce que derrière, on a des journalistes qui connaissent pas vraiment en fait de quoi ils parlent. Donc c'est un vrai sujet, un enjeu aussi d'avoir des journalistes demain qui seront experts en transition écologique, en océan par exemple, et qui sauront mettre en avant et décrypter et mettre en valeur des informations scientifiques notamment. Ouais, exactement. Une dernière? Non? Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Émilie. On peut applaudir. Merci. Bon apéro. Et tu veux dire un petit mot? Oui. Non, vas-y. Vas-y. Voilà, ben après le mot d'ouverture, le mot de conclusion, merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein. C'était vraiment intéressant. Est-ce que vous êtes content de cette journée? Est-ce que vous avez appris des choses? Oui? Et est-ce que vous avez envie de revenir l'année prochaine? Bien. Rendez-vous semble donc pris, Monsieur le Président, Monsieur le maire. Et puis, c'est l'occasion à la fin, toujours traditionnellement, de faire montrer notre équipe qui a travaillé activement à la préparation de cet événement, à commencer par Marion. J'appelle également Ludivine, Mégane, Thomas, Sandy, Virginie, Noélie. Je vais en oublier. Je sais pas où t'en es, mais montez tous. Sandy, voilà, je vous vois un peu au fond. Noélie, allez, venez. Thomas. On a un seul garçon avec toutes ces femmes. C'est hyper dur pour lui. Venez, Nathalie. Et puis Ercop, hein, qui nous a bien aidé. Benjamin, il est où? Benjamin Marias se cache. Thibaut, voilà, petite photo. Virginie. Je crois qu'on a oublié personne. Et toi? On l'a déjà dit. Voilà, toute C'est l'équipe qui fait depuis 4 ans que cet événement est une vraie réussite. Ah, Benjamin. Voilà. Bravo à tous, merci. Et à l'année prochaine. Et À c'est bientôt. l'occasion pour moi de remercier Marion Grenier, qui est la maman de cet événement, sur un cahier des charges de nos élus. Marion qui va nous quitter après 12 ans de collaboration Ah, je m'y attendais pas. ensemble Ok. pour un nouveau projet. Donc voilà, un vrai changement à l'Office du tourisme. Donc la 5e édition se fera sans sa maman, mais Sans ce moi, sera certainement une mais il y a des réussite. papas.
On est un couple ouvert, il y a des papas, il y a des mamans, il y a plein de gens. Et en tout cas, je vous demande d'applaudir Marion pour tout ce travail qu'elle a. Merci. Ah, ça va pas être facile de partir, hein, mais je pars pas très très loin. Pour ceux que j'ai pas encore annoncé, mais pour beaucoup, je l'ai déjà dit, je pars dans un monde différent, la restauration, mais sur mon territoire parce que je l'affectionne énormément et ce sera à Arc-Cessan. Donc voilà. C'est pas si loin que ça, hein, ça va. Et bonne chance pour ton projet. Merci. À l'année prochaine.